Christine Ockrent et Mireille Zaki, bonjour. Bonjour Darius. Vous signez Les oligarques, le système Poutine. Christine Ockrent, Mireille Zaki, vous êtes la toute nouvelle rédactrice en chef de Bilan. Vous avez beaucoup travaillé sur ces mêmes oligarques. On va parler de ça, des femmes, du journalisme. Femmes journalistes, il y a encore une solidarité. En tout cas, le simple fait que vous posiez la question prouve que ça vous semble bizarre, donc voilà. Oui. Mireille Zaki, ça veut dire quelque chose encore? Il y a beaucoup de carrières isolées, je dirais, de succès un peu isolés, un petit peu presque accidentels. Vous avez fait un livre extraordinaire sur Françoise Giroud. C'était le modèle. Ça reste le modèle absolu pour les femmes journalistes? Je ne dirais pas que c'est un modèle, mais ça a été une très grande plume et un très grand personnage dans l'histoire du journalisme en France, sûrement. Après, vous savez, la notion de modèle est relative. Et puis vous êtes un modèle, première femme à présenter un journal télévisé 20h en France. Mireille Zaki, chez toutes les femmes journalistes, ça veut dire quelque chose toujours maintenant. Pour moi, Christine Ockrent a créé un modèle de comment être une femme qui s'autorise à penser, à prendre la parole, à s'imposer, qui se trouve face à des hommes politiques, face à des hommes de pouvoir, qui est tout à fait à l'aise avec ça. Et ça crée une envie, une légitimité qui donne envie à beaucoup d'autres femmes. C'est très gentil. Vous avez vu quel traitement? Mais ça me vieillit d'un coup. C'est la vérité. Moi, je suis aux côtés d'un monument et je me sens minuscule. Donc, alors, merci Darius. On parlera tout à l'heure de ça, des femmes, des ambitions, des femmes politiques aussi. Les Merkel, les Clinton, elles font l'actualité. Mais d'abord, la Russie, c'est votre livre, Christine Ockrent, très documenté sur les oligarques. Ça renvoie évidemment à l'actualité, l'Ukraine et autres. Poutine, le système Poutine, tout est construit autour de Poutine. Il est omniprésent dans nos journaux télévisés. Chaque jour, il est là. Il fascine. Est-ce qu'il vous fascine, vous? Oui, sinon je n'aurais pas passé un an d'enquête. Parce que ce qui m'a frappé pour avoir beaucoup couvert la guerre froide, le mur de Berlin, il y a 25 ans, j'y étais évidemment, c'est la manière dont, au fond, nous autres, en Europe de l'Ouest, nous nous sommes désintéressés de la Russie après le romantisme un peu factice d'ailleurs de l'époque Gorbatchev. Et au fond, les années, la fin du XXe siècle, les années 90, on les a passées complètement dans le brouillard. Et on n'a pas vu l'émergence d'un groupe d'hommes et d'une femme, d'ailleurs, qui est un personnage extraordinaire, la Batourina, qui ont accaparé les richesses d'une économie qui était en ruine, qui rouillait déjà sur pied du temps du communisme, mais qui était en ruine au moment où Yeltsin prend le pouvoir. Et on n'a pas compris non plus la manière dont Vladimir Poutine, qui avait observé les rapports de force entre ces oligarques-là, qui étaient en plus propriétaires de médias, et le Kremlin de Yeltsin, on n'a pas vu que lui, à partir du moment où il envoie Khodorkovsky en camp de concentration pendant 10 ans, ça c'est en 2003, il mate les oligarques. Il y en a beaucoup qui fuient, il y en a d'autres qui viennent lui baiser la main et qui se comportent en bons patriotes, entre guillemets. Et on n'a pas vu surtout que les oligarques d'aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui opèrent en Suisse, et notamment à Genève, ce sont tous des hommes d'un même réseau, la plupart issus du KGB, presque tous venus de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore Leningrad. Et ça, c'est véritablement l'armature du pouvoir de Poutine, tant et si bien que les sanctions de Washington et de Bruxelles frappent des individus. C'est la première fois dans l'histoire des sanctions économiques. Et beaucoup, vous le dites, beaucoup sont ici en Suisse. Mireille Zaki, alors vous avez pratiqué, vous signez toujours les plus riches dans Bilan. Comment ils sont quand on essaye de les approcher, c'est compliqué. Les oligarques russes sont très compliqués, très paranoïaques évidemment. L'un d'eux est venu une fois en smart et habillé en tenue de camouflage, littéralement pour se faire photographier par la rédaction. Ils vivaient dans des bunkers. Ils ne supportent pas d'ailleurs l'idée que leur fortune soit révélée dans les pages. Certains ont été un petit peu menaçants. Et surtout, pendant des années ici, les banques les ont accueillis à bras ouverts, ont été très loin pour les approcher. C'est fini ce temps-là. Et il y a eu une prise de risque de ces banques. Et puis, évidemment, la situation s'est inversée très rapidement. Et ce temps s'est terminé de manière très abrupte. Enfin, il y a quand même toujours M. Timchenko qui est à Colonie, à Genève. Il y a plusieurs oligarques qui continuent de vivre et de posséder. Non, et d'avoir des investissements importants dans l'économie suisse. Tout à fait. Le négoce de matières premières, les banques,
Timchenko, que vous citez dans le livre, au moment où il apprend les sanctions, il est fier, hein, il est bravache, il dit quelque chose du genre « c'est un honneur pour moi hein. ». Oui, c'est un personnage très haut en couleur qui a donné, ce qui est très rare, une longue interview au magazine Forbes dans sa version russe, quand il a amorcé son retour à Moscou. Mais ce qui est très singulier, et je crois que ça explique aussi l'autoritarisme à la Poutine, c'est que Poutine a rendu une forme de fierté aussi aux Russes et qu'il sait faire vibrer chez ses oligarques une fibre patriotique plus ou moins réelle, mais c'est très russe quand même. Donc, ils vont tous racheter des œuvres d'art. Il y a Vekselberg, qui a de gros intérêts à Zurich, qui a racheté tous les œufs Fabergé. Ils font tous des fondations artistiques, etc. Mais encore une fois, je crois que ce qui est très singulier, c'est la manière dont Vladimir Poutine, président élu, il n'est pas arrivé par un coup d'État militaire. Il a été élu, réélu. Et il est aimé toujours en Russie. Hein. Ah ben de plus en plus. Depuis l'annexion de la Crimée, toute l'aventure ukrainienne, il y a une espèce de flambée du nationalisme et de la fierté russe qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, on ne comprend pas. On a de la peine à les comprendre, Mireille Zaki, ces Russes, à vrai dire, vu d'Occident. Ils sont assez ambigus, mais c'est surtout aussi parce que, comme vous le disiez, Poutine a créé un système avec eux. Il y a ceux qui font partie de son club, parce qu'être oligarque aujourd'hui, c'est forcément partager une partie de son pouvoir économique avec Poutine, ou alors être en dehors, être banni et être un petit peu fugitif. Donc il y a les fugitifs, il y a ceux qui font partie du cercle rapproché de Poutine, et ceux-là ont des statuts très différents finalement. Est-ce qu'on a sous-estimé leur humiliation depuis la chute de l'Empire, le fait d'avoir perdu tout ce glacis, le fait de voir l'OTAN arriver si près d'eux? Il y a une rage, hein, il y a une colère des Russes. Les Russes, les malheureux ne peuvent pas s'exprimer. Hein. Problème numéro 1, il n'y a aucune liberté d'expression. Les médias sont sous une censure qu'on n'imagine pas. Néanmoins, oui, il y a une humiliation russe et il y a une fierté slave, avec en plus la religion orthodoxe que Vladimir Poutine a remise à l'honneur. La plupart de ces oligarques prennent grand soin de cultiver une image d'homme pieux. Yakounine, qui est le président des chemins de fer, va à Jérusalem tous les ans à Pâques pour apporter le feu sacré dans un monastère. C'est très important et c'est une manière aussi pour eux de dire que, selon la formule en cours depuis le 19e siècle, la Russie, ce n'est pas un pays, c'est une civilisation, par opposition à une Europe qui serait décadente, avec des mœurs avilissantes, les homosexuels. La droite européenne les aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Ah ben elle est très flattée, sinon entretenue, sinon financée. L'extrême droite, dans plusieurs pays d'Europe, oui, par certains oligarques. Mireille Zaki, vous êtes spécialiste en économie. Ils font des affaires vraiment différemment. On a quelques préjugés sur ces Russes qui ont des méthodes tout à fait différentes. Ils sont effectivement différents de l'homme d'affaires suisse, français, oui, absolument. Ils n'aiment pas du tout le côté formel et l'obligation de s'astreindre à des contraintes, remplir des formulaires. Par exemple, toute la notion, n'est-ce pas, de contrôle anti-blanchiment, contrôle anti-évasion, etc. Oui, les embête beaucoup. Ils n'aiment pas du tout le côté, par exemple, suisse qui tend à vouloir tout réglementer. Donc, ils ont effectivement leur manière très informelle de faire des affaires. Le fait qu'on doit boire beaucoup de vodka n'est pas un cliché, c'est une réalité. Puis, je voulais aussi dire que c'est très difficile pour eux de se positionner sur l'échiquier géopolitique actuellement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, vu que Poutine, son cercle rapproché est sujet à des sanctions. Donc, quelque part, l'Occident veut se venger, veut reprendre ce que le nationalisme économique russe, qui a émergé dans les années Poutine, a apporté à la Russie, lorsque Poutine, n'est-ce pas, a remis la main sur le secteur pétrolier et gazier russe. Là, il y a eu des envies d'empire qui ont été maintenant complètement anéanti par ces sanctions. Vous parliez de romantisme tout à l'heure, Christine Ockrent. Est-ce qu'on a effectivement sous-estimé l'état de guerre? Vous citez Hillary Clinton dans votre livre. C'est très impressionnant. Elle est très anti-russe dans ses propos. On a l'impression que Vous vous souvenez que Vladimir Poutine avait dit à propos d'Hillary Clinton qu'il ne fallait jamais discuter avec une femme, surtout quand elle s'énerve. Elle a mal digéré ça, j'imagine. Hein. Bon, enfin, en tout cas... Bref, non, mais enfin, elle a été secrétaire d'État. On ne peut pas dire que les relations... même si au G20, il y a eu les poignées de main de rigueur. La méfiance, le rapport de force n'a jamais fini. C'est une guerre toujours, hein, entre les États-Unis et la Russie. Une guerre couverte, mais c'est une guerre. Non, je ne dirais pas que c'est une guerre, mais enfin, l'Ukraine et l'annexion de la Crimée
quelles que soient les explications historiques, c'est la première annexion par la force d'un territoire appartenant à un pays souverain depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas rien. Et donc, la crise ukrainienne, ça fait 1 an tout juste. Il y a eu plus de 4000 morts. L'Ukraine reste dans un état de délabrement avancé. C'est d'ailleurs un pays qui est lui aussi très corrompu par un système d'oligarchie qui reste au pouvoir, même si le président Poroshenko, le baron du chocolat, est sans doute l'un des moins néfastes. Mais il y a une crispation très forte et on voit surtout que les sanctions, quoi qu'on en pense, affaiblissent l'économie russe. C'est-à-dire qui? Pas tellement les oligarques. Alors d'accord, ils ne peuvent plus vraiment aller facilement sur la Côte d'Azur, mais ils ne trouvent plus de financement à moyen et long terme. Ils n'ont plus accès aux marchés occidentaux pour la plupart d'entre eux, même si certains qui ne sont pas sur les sanctions, parce que leurs intérêts sont trop mêlés aux intérêts occidentaux. Je pense notamment à M. Ousmanov. Sinon, il y a une vraie crispation de l'économie russe, ce qui était l'objectif des Occidentaux. Pour autant, est-ce que ça infléchit la politique de Vladimir Poutine dans l'est de l'Ukraine? Bonne question. Ça reste à prouver. Ils partent de Suisse. Est-ce qu'ils partent un peu, les Russes? Alors oui, on pense que beaucoup de Russes s'apprêtent à partir pour Londres. Certains sont déjà partis parce que c'est une ça, c'est destination depuis que vos banquiers se font arrêter aux États-Unis. Exactement, et qu'ils ne sont plus en confiance. Où va-t-on? Voilà, et qu'ils appliquent des sanctions vis-à-vis des Russes les plus dures, parce que les banquiers suisses font très attention à ça. Je voulais aussi dire que quand Poutine, n'est-ce pas, a repris le contrôle sur le secteur du pétrole et du gaz, le bras de fer, finalement, il ne s'est jamais arrêté depuis cette époque-là. Après, il y a eu la situation en Syrie où Poutine a empêché l'intervention américaine. Et maintenant, on a l'impression que le bras de fer continue en Ukraine de plus en plus fort. Le drame de la Russie, c'est qu'elle reste entièrement dépendante des matières premières, du pétrole et du gaz et des autres matières premières, et que dans ces secteurs, les investissements sont tellement gigantesques qu'il y a des intérêts croisés avec beaucoup de grands groupes pétroliers, notamment occidentaux. Christine Ockrent, Emirat Zaki, on parlait de la Russie. Vous avez travaillé l'une et l'autre sur la Russie, mais aussi sur les États-Unis, sur l'économie, sur beaucoup de sujets. Certains qui vous rapprochent. On commençait par là, mais ces carrières de femmes, on dit toujours ambition. Hein. C'est un mot qui revient. Ça vous énerve un peu, Christine Ockrent? Pas du tout. Parce que quand on parle d'hommes, ça a l'air normal. L'ambition de Darius Rochebin, moi je voudrais bien savoir quelle est votre... Voilà. Non, mais ça y est, c'est fini. C'est de l'histoire du siècle dernier, non? C'est de l'histoire du siècle dernier, mais quand même chez vous, c'est vrai que ça a fasciné. Il y a peu de carrières de femmes, si tôt, qui ont réussi ce parcours. Vous êtes parti vraiment de la base, c'est pas une image. Vous allez aux États-Unis et vous travaillez pour NBC, je crois. Oui, et puis pour 60 Minutes à CBS, oui, j'ai fait mes classes. Oui. Au début, vous vous occupez des films, vous dédouanez des envois. Oui, on tournait encore en film, c'était pas la vidéo. Bien sûr, c'était au siècle dernier. Oui. Emirat Zaki, vous avez un parcours un peu parallèle. Vous arrivez d'Égypte. Très bonne famille aussi, vous avez toutes les deux des éducations très soignées, etc. Famille d'un télo, franchement. Ça compte, c'est un bagage qui sert quand même, non? Merci, je suis très honorée d'être comparée à Christine Ockrent, mais enfin, je veux bien jouer le jeu si vous voulez. Vous arrivez en Suisse. À l'âge de 8 ans, oui. Et vous avez des 6 sur 6 partout. Exactement. Vous êtes vraiment ce qui s'appelle la première de classe. Voilà, alors ravie de partager avec vous le code, parce que c'est très impopulaire à l'école à part ça, mais voilà, des 6 sur 6, beaucoup de... L'intégration avait été difficile? Oui, c'est-à-dire le clash culturel entre la mentalité du Moyen-Orient, la chaleur, la joie de vivre et le côté un petit peu austère ici, qui a finalement imposé dans ma vie une discipline et une rigueur que je n'aurais pas eu si j'avais vécu en Égypte. Je me rends bien compte que je dois à la Suisse cette rigueur qui m'a obligée à m'améliorer, à être disciplinée. Parce qu'on peut être doué mais pas discipliné, et c'est dommage. Là, il y a une rage de réussir. Il y avait une rage de réussir chez l'une et l'autre. Une rage? Ouais. Non, c'est très mauvais, la rage. C'est pas bien? C'est bon. D'abord, c'est laid. La rage, on dirait qu'on a la bave aux lèvres. Non, non, mais je veux dire... Voilà, je crois que, comme vous l'avez dit, enfin, quand on a la chance d'avoir une bonne éducation et qu'on se passionne pour l'époque qui est la nôtre, oui, on a envie de faire des choses, oui, et de prendre des risques. Je crois que c'est surtout ça, la différence. C'est ça, c'est que, comme l'a dit aussi Christine Lagarde, dont vous me rappelez un petit peu, j'espère que vous l'appréciez. Je suis beaucoup plus petite. D'accord, mais je ne savais pas.
Personne ne nous a jamais dit qu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc, surtout, on a toujours été autorisé à y aller et faire le maximum de soi-même. Alors, on le fait, au même titre que si on était un jeune homme. Vous êtes allé chercher des choses. Je me souviens, Christine O'Krent, je crois, quand vous appelez des groupes pour dire « je veux travailler chez vous », il faut faire le coup de fil, quoi, quand même. Oui, bien sûr, mais ça c'est vrai dans tous les métiers et c'est vrai pour les hommes aussi, me semble-t-il. Enfin, sauf peut-être pour Darius Rojba. Mais non, je plaisante. Sérieusement, bien sûr, et je crois qu'il faut encourager les jeunes à avoir de l'ambition et tout ça ne se fait pas parce que ça tombe du ciel et il faut quand même un peu travailler dans la vie. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant quand on travaille et quand on apprend des choses. Plutôt que l'inverse, me semble-t-il. Bosseuse, hein, toutes les deux. Oui, moi je pense que peut-être qu'on est fait comme ça. Moi je m'ennuie si je n'ai pas un challenge intellectuel très complexe qui m'a attirée vers la finance d'ailleurs. Aujourd'hui, quand vous observez des carrières de femmes de pouvoir, Christine O'Krent, c'est sur Hillary Clinton, vous avez beaucoup travaillé, vous connaissez bien. Qui vous fascine parmi les femmes aujourd'hui qui sont aux affaires? D'abord, il y en a peu, contrairement à ce que l'on pense. Il y a bien sûr Angela Merkel, qui est la patronne de l'Europe, bien évidemment, et qui est un personnage tout à fait singulier, sur lequel j'ai écrit aussi, j'ai fait un livre sur les femmes qui gouvernent, parce que c'est une scientifique. Donc, elle n'a pas ce côté empirique des hommes ou des femmes politiques qui croient que c'est toujours par le verbe qu'on s'en sort, enfin, surtout en France. On cause, et puis voilà. Merkel, c'est une scientifique, donc elle va lentement, elle parle peu d'ailleurs. Et c'est quand même un parcours tout à fait impressionnant. Et la sobriété, jusque dans la manière dont elle bouge au moment du 25e anniversaire du mur de Berlin, qui était quand même, dans sa vie à elle, même si il est connu que ce jour-là, elle n'a pas éprouvé le besoin de passer de l'autre côté du mur. Elle est allée à sa séance de sauna, comme elle le faisait toutes les semaines. Néanmoins, c'était très frappant de voir cette femme, encore une fois, qui est l'une des plus puissantes du monde, toujours en retenue, toujours en sobriété, toujours dans cette espèce de relative discrétion. S'il fallait faire un palmarès, c'est Merkel aussi pour vous? Complètement. Je partage l'admiration pour Angela Merkel parce que, comme vous le dites, elle arrive à ne pas du tout être dans l'esbrouf, hein, et puis pas dans l'émotion non plus, parce qu'on accuse souvent les femmes d'avoir ce côté trop émotionnel. Pas du tout. Elle est très rationnelle, très objective, elle est apaisante, elle est un peu fédératrice. C'est une vraie leader. D'être maternelle, en même temps, il y a ce fameux geste. Hein, elle fait ce geste qu'on attribue un peu à la maternité. Je crois qu'il y a même un émoticône qui a été fait où on la voit faire ce geste-là. Oui, c'était son affiche électorale de la dernière campagne. Oui, mais avec beaucoup de cruauté. L'intégrité. Avec beaucoup de cruauté, lors d'une campagne électorale, ses adversaires avaient mis en avant le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Ouais. Et donc, comment peut-elle prétendre être la mère des Allemands alors qu'elle n'a pas d'enfant? Aujourd'hui, vous êtes des femmes de pouvoir, vous avez été des femmes de pouvoir, vous l'êtes de nouveau. Mireille Zaki, quand on devient rédactrice en chef, c'est votre cas. Il y a un moment où il y a un petit vertige, on se dit qu'on va diriger beaucoup de gens, qu'on va prendre des risques. Bon, la rédaction de bilan n'est pas si grande que ça, mais c'est vrai que c'est un magazine économique. On a affaire à des leaders, des grands décideurs. Moi, je dirais qu'assez tôt, j'ai dû apprendre à ne pas craindre l'adversité. Je conseille aujourd'hui aux femmes dans des cours, des séminaires, de ne pas craindre d'être désapprouvées, d'être contredites, parce que je pense que c'est une des faiblesses aussi qu'on peut avoir, c'est de vouloir toujours être aimée et approuvée. Et puis, dès le moment où on apprivoise ce côté-là, de ne pas craindre d'être dans le débat, dans la contradiction, parce qu'on est dans l'argument rationnel, on est compétent, on connaît nos dossiers. Pourquoi aussi j'admire Christine O'Krent et Angela Merkel, etc. Eh bien, on n'a rien à craindre. Vous avez pris beaucoup de coups, hein, Christine O'Krent. Vous avez été beaucoup attaquée sur le salaire, sur mille et une choses. On en sort comment? Ravie d'être là, invitée par vous, en très bonne compagnie, et avec un livre qui m'a passionnée et que j'encourage à lire. Non, mais on prend tous des coups. Vous n'avez pas pris, vous? Bien sûr. Ouais. C'est mauvais signe si vous n'en avez pas pris. Ça aide les coups. Les critiques, moi j'avoue, ça me touche toujours. Mais c'est vrai que c'est stimulant d'essayer de prouver qu'on peut s'améliorer, d'écouter les critiques. Moi, on m'a dit « Ah, votre voix est une voix de crécelle ». Enfin, on entend toutes sortes de choses qu'on est sur des vidéos. On va nous critiquer sur notre look. Enfin, il y a votre voix aussi, Christine O'Krent. Des groupes, je crois que vous avez dit d'abord « J'aime pas votre voix ». Oui, parce que je faisais à l'époque un journal à la radio sur Europe 1 et il a commencé par me dire « J'aime pas votre voix à la radio ». J'ai dit « Bon, d'accord ».
Mais Margaret Thatcher a été très critiquée pour sa voix aussi. Ça m'a consolée. Ah, mais elle a beaucoup travaillé. N'est-ce pas? Pour en abaisser la tonalité. Voilà. Ça, c'est un modèle aussi, évidemment. Un modèle. Hein? Enfin, c'est l'un des grands personnages, oui, de la vie politique du siècle dernier en Europe, bien sûr. Quand vous voyez arriver maintenant des jeunes journalistes, femmes ou hommes d'ailleurs, vous leur conseillez quoi? De ne pas faire de distinction dans leur tête entre homme ou femme, d'être juste un être humain qui se développe, qui se déploie dans sa créativité, ses compétences et qui s'exprime pleinement sans essayer de ressembler, si je suis une femme, d'essayer d'être un homme ou quoi que ce soit pour avoir de l'autorité. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui arrivent, Christine Ockrent? Travaillez, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. C'est vrai, on ne fera jamais l'économie de l'effort. Ouais. Oui. Et le charme? Mais oui, c'est très précieux, la preuve. Oh, c'est vous qui êtes charmante. Vous l'avez beaucoup utilisé. Ah bon? Ouais. Enfin, je n'en sais rien, oui. Enfin, je crois. Mais vous savez, le charme des hommes est très important. Et je dis ça sans rire. Vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas du charme. Et c'est une question de ce qui émane de votre personnalité. Ce n'est pas seulement l'esthétique des traits, c'est autre chose. Il faut une qualité d'empathie aussi, si vous vous adressez tous les soirs à vos téléspectateurs. D'ailleurs, je suis sûre que votre courrier du cœur, mon cher Darius, les admiratrices, ça, j'en suis sûre. Vous avez pratiqué le métier sous toutes ses formes, l'une et l'autre, hein, très variées, le reportage, l'interview, etc. Qui vraiment vous a marqué, je veux dire, qui vous a rendu différente de ceux que vous avez rencontrés dans toutes ces années-là? Pour moi, ce sont souvent des inconnus. Enfin, des gens que l'on croise en reportage. Pas les gens importants, entre guillemets, où il y a toujours un comportement qui est plus ou moins travaillé. Même si Margaret Thatcher était assez impressionnante, je me souviendrai toute ma vie qu'après l'interview, elle est passée dans les pièces où on avait installé les câbles, etc., pour éteindre la lumière elle-même. C'était une période d'austérité, j'imagine. Non, mais c'était la fille du petit épicier qui... Voilà. Mais sinon, moi, ce qui m'a le plus souvent ému et nourri d'une certaine manière, c'est de croiser des gens en reportage sur le terrain qui vivent et qui offrent quelque chose de leur vie à eux. Mireille Zaki. Je n'ai pas comme ça en tête des figures, des idoles, à part peut-être des acteurs de cinéma, des chanteurs, des acteurs de théâtre qui s'exprimaient, qui m'ont inspirée. Et puis, je n'ai pas voulu mettre après de limites ou avoir des artifices ou dans la manière de m'exprimer. On vous lira l'une et l'autre. Le magazine Bilan, vous en prenez les rênes là en novembre. Et puis Christine Ockrent, Les oligarques, le système Poutine chez Robert Laffont. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Merci Darius. Merci.